Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Café et chocolat, l'émission coproduite par Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC, et Radio KPMG, qui met l'éducation et l'entreprise sur la même longueur d'onde. Au micro, Jules Lemaire, président de Rêve FM. 2024 sera une année olympique pour la France, 100 ans après les Jeux de Paris de 1924. La devise des Jeux est « plus vite, plus haut, plus fort, ensemble ». Et les Jeux de Paris resteront fidèles à cette devise. 329 épreuves olympiques dans 32 disciplines, 549 épreuves paralympiques dans 22 disciplines, environ 15 000 athlètes et aussi 45 000 volontaires. Au-delà de la dimension sportive, les JO portent également des enjeux économiques importants pour le pays comme pour les entreprises. 16 millions de touristes attendus cet été, environ 4,4 milliards d'euros de budget pour les infrastructures et autant pour le comité d'organisation. Près de 1,2 milliard d'euros de recettes de sponsoring et 150 000 emplois mobilisés pour la préparation et l'organisation. Quels sont les principaux défis de ces Jeux ? En quoi sont-ils singuliers ? Comment les entreprises participent-elles à cet événement ? Quel sera l'impact de ces Jeux sur la société française ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités de marque pour une interview croisée. Tout d'abord, Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français, ainsi que Virginie Sainte-Rose, responsable du partenariat Paris 2024 pour le groupe Decathlon. Après cet échange, nous vous proposerons notre habituel coup de cœur de l'émission, dédié aujourd'hui à l'ouvrage de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin. Je vous laisse tout de suite avec nos invités et Hélène Modicom, directrice de Radio KPMG. Très bonne émission à tous. L'interview. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Hélène. Bonjour Virginie Sainte-Rose. Bonjour Marie-Amélie Le Fur, bonjour à l'équipe de Café et Chocolat et merci pour cette invitation. Un grand merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir au micro de Café et Chocolat pour cette édition dédiée aux Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu cet été à Paris. Marie-Amélie Le Fur, votre carrière d'athlète handisport en athlétisme a été très riche. Elle a été ponctuée de nombreux titres mondiaux, de 9 médailles paralympiques et vous détenez le record du monde féminin handisport en saut en longueur. Depuis 2018, vous présidez le comité paralympique et sportif français. Virginie Sainte-Rose, après de multiples expériences dans la presse et dans la communication, vous avez rejoint le groupe Decathlon. Vous êtes actuellement en charge du partenariat noué en 2021 pour faire de l'entreprise l'un des partenaires officiels des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Marie-Amélie Le Fur, nous entrons dans cette année olympique et paralympique très importante pour la France. Donc ma première question sera pour vous. Quel est votre rôle dans l'organisation de ces Jeux de Paris 2024 ? Et à ce titre, quels sont vos principaux défis ? En tant qu'entité membre du mouvement sportif français, en présidant le comité paralympique et sportif français, on a forcément des relations très particulières avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. On est membre du bureau, du conseil d'administration. Donc, en ce sens, on prend part aux décisions qui sont celles du comité d'organisation. Et bien évidemment, nos équipes, celles de Paris 2024, du comité olympique, du comité paralympique, travaillent quotidiennement ensemble concernant cette stratégie des Jeux. Mais plus concrètement, ce que va être le rôle du comité paralympique sur le temps des Jeux paralympiques, c'est de conduire la délégation française sur le temps de ces Jeux. Et le fait d'avoir les Jeux à la maison nous amène à être finalement confrontés à des nouveaux défis. Déjà celui d'avoir une délégation qui est très largement supérieur à ce que nous avons connu sur les précédents Jeux, puisque ce sont 260 athlètes français qui sont attendus sur ces Jeux paralympiques de Paris, là où on avait environ 140 athlètes sur la délégation de Tokyo. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces athlètes qui composeront la délégation française soient sur le temps des Jeux dans les meilleures conditions pour réussir, pour performer et pour aller chercher finalement ce Graal de la médaille paralympique que l'on attend d'eux, que eux attendent d'eux-mêmes dans leurs résultats sportifs, sachant que l'objectif que nous nous sommes fixés pour cette délégation est très ambitieux puisque il s'agit de rentrer dans le top 8 des nations mondiales et pour cela, la France devra gagner 2 fois plus de médailles d'or que par rapport aux Jeux de Tokyo. Donc c'est vraiment un objectif ambitieux d'aller chercher plus de 20 médailles d'or et nous,
niveau, voilà, on va faire en sorte que au village, sur les sites de compétition, dans la récupération, les athlètes aient vraiment accès à tout ce qu'ils ont besoin. Et deuxième grand enjeu et grand défi, on va le dire comme ça, c'est aussi de créer toutes les conditions de médiatisation, de rayonnement de cette équipe de France. C'est absolument essentiel pour nous parce que le lien des Français avec les Jeux paralympiques, il est beaucoup moins naturel que celui des Français avec les Jeux olympiques. Donc on a besoin, dans ces quelques jours qui nous séparent encore de l'ouverture des Jeux paralympiques, de renforcer ce lien, de donner à connaître les Jeux paralympiques, d'humaniser finalement qui sont ces sportifs paralympiques qui nous offriront de belles évolutions sur les Jeux paralympiques pour arriver à remplir les stades et à durablement finalement faire exister le parasport dans le paysage sportif français. De grandes entreprises françaises et internationales ont souhaité associer leur nom à ces Jeux. Decathlon, enseigne sportive par excellence, faisant partie des marques préférées des Français depuis de nombreuses années, a choisi d'être partenaire officiel de cet événement. C'était une évidence pour Decathlon, Virginie Sainte-Rose? C'est vrai qu'il y avait plein de facteurs qui nous ont conduits à nous associer à ces Jeux-là. Le plus évident, c'est effectivement que les Jeux sont à la maison en France. Ils ont eu lieu il y a 100 ans et on n'allait peut-être pas attendre les 100 prochaines années pour une autre édition. Decathlon, c'est une entreprise mondiale qui est présente dans 70 pays avec plus de 100 000 coéquipiers et coéquipières, c'est comme ça qu'on s'appelle. Mais son siège est à Lille, Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue de Lille plus précisément. Et du coup, on est très fiers dans une entreprise qui promeut la pratique du sport et qui est elle-même très sportive d'être le partenaire officiel de ces Jeux olympiques et paralympiques. Marie-Amélie Le Fur, les partenariats signés avec de grands groupes sont essentiels d'un point de vue économique, on peut le comprendre, on le comprend même très aisément, mais au-delà de la manne financière, qu'attendez-vous des entreprises partenaires, notamment pour les Jeux paralympiques dont vous êtes la présidente ? Moi, ce que je vais en attendre, c'est vraiment effectivement un lien fort avec les entreprises du monde économique. Je pense que c'est important pour nous et la nouvelle gouvernance du sport qui a été mise en place en 2019 le démontre, c'est que nous avons besoin de l'État, nous avons besoin du mouvement sportif, nous avons besoin des collectivités, mais nous avons aussi besoin à nos côtés pour renouveler le modèle sportif français du monde économique. Donc c'est vraiment pour moi une collaboration qui doit être portée par une vision, par des valeurs qui sont celle de l'universalité du sport et vraiment faire en sorte que chacun dans nos rôles, chacun dans nos responsabilités, finalement puisse agir conjointement ensemble pour offrir plus d'opportunités de pratique aux personnes en situation de handicap. Donc ça va nécessiter effectivement bien évidemment, comme le font de nombreux partenaires et notamment Decathlon, d'accompagner nos sportifs de haut niveau, leur permettre d'être dans les meilleures conditions de vie financière pour pouvoir performer, travailler aussi ce qui est la reconversion de nos sportifs de haut niveau. Ça c'est un des premiers enjeux qu'on va avoir avec les partenaires du monde économique. Le deuxième enjeu, c'est vraiment celui d'avoir une vision commune et de voir comment on peut construire ensemble un nouveau modèle économique pour le sport français et faire en sorte que ce sport, finalement, il s'adresse à tout un chacun, que ce soit vraiment un vecteur de lutte contre la sédentarité, que par nos actions communes et des projets aussi que nous portons conjointement avec les partenaires, on puisse développer l'inclusion dans le sport. Et à ce titre, moi, j'aimerais peut-être souligner un projet qui a été créé par le comité paralympique, conjointement avec le comité d'organisation et dans lequel de nombreux partenaires des Jeux et encore une fois, notamment Decathlon, nous ont accompagnés. C'est la journée paralympique. On a, grâce à ces Jeux de Paris de 2024, développé le concept d'une journée paralympique qui se tient une fois par an pour faire découvrir au grand public ce que sont les parasports, qui sont les parasportifs, leur permettre de se mettre en activité puisque des activités sont proposées ce jour-là. Et c'est aussi une journée qui est dédiée aux personnes en situation de handicap pour leur permettre finalement d'ouvrir le champ des possibles, de découvrir les pratiques sportives qu'elles peuvent pratiquer qui sont adaptées à leur potentiel, à leur singularité, à leur handicap, au plus proche de leur territoire. Voilà. Donc moi, c'est vraiment des projets comme ça que je souhaite construire dans la durée avec les partenaires du COJO, avec l'ensemble du monde économique pour servir à la fois le sport de haute performance, mais aussi le développement de la pratique sportive dans tous les territoires pour toutes les personnes en situation de handicap, parce que ça, c'est le véritable défi de l'héritage des Jeux.
Concernant plus spécifiquement Décathlon, Virginie Sainte-Rose, pourriez-vous décrire dans les grandes lignes comment se matérialise ce partenariat pour votre société, vos collaborateurs, mais aussi pour les athlètes, pour le public ? Alors, avant de répondre très précisément à cette question, vous aviez parlé d'évidence tout à l'heure et je vais revenir sur la genèse de ce partenariat. Ce partenariat, il est né d'une manière assez simple, très décathlonienne d'ailleurs, puisqu'il y avait un réseau d'entreprises sociales et solidaires qui s'appelle Résilience, dont une des entreprises est à Roubaix. Cette entreprise textile a été contactée par le comité pour réaliser l'uniforme des volontaires et on avait, nous, l'habitude de travailler avec elle, notamment dans l'idée de réimplanter aussi les savoir-faire du textile en France. Et donc, compte tenu de la copie qui était quand même assez dense, Résilience nous a contactés en disant écoutez, nous, on a besoin d'aide, on ne va pas y arriver, est-ce qu'on peut travailler avec Décathlon sur ce projet ? Et donc, ce projet de partenariat, après le fil a été tiré, mais il est vraiment né au départ d'une sollicitation pour habiller, équiper les volontaires de Paris 2024. De fil en aiguille, on a discuté avec le comité et on est devenu partenaire officiel. Et c'est par là qu'on est entré. Et donc, c'est vrai qu'on est très fiers d'équiper ces 45 000 volontaires de Paris 2024. Cette tenue, on l'a dessinée, on l'a conçue, on l'a produite. Et pour la première fois de l'histoire des Jeux, c'est l'équipementier va se charger de la distribution des tenues. Jusque-là, ça n'avait jamais été le cas. Évidemment, c'est une panoplie qui est très fonctionnelle et qui est aussi très belle. Elle sera montrée à la fin du premier trimestre 2024, si j'en crois le comité. Et puis, au-delà de cette mission de soutenir les volontaires, nous avons constitué une team de 33 athlètes dont le capitaine est Teddy Riner. Je ne sais pas si c'est très utile de le présenter, la légende vivante de son sport, le judo. Et puis, c'est un vrai collectif aussi là, à l'image de Décathlon, où c'est toujours l'humain et les coéquipières qui sont au cœur. Je dis ça parce que c'est pas seulement des séances photos à côté de la Tour Eiffel, c'est vraiment un travail avec les athlètes et notamment 16 projets sur 33 athlètes, 16 projets de co-création. On travaille des équipements spécifiques à leur demande pour pouvoir les aider dans leur préparation, dans l'exécution en compétition également pour certains. Donc voilà, il y a un gros travail qui est fait avec eux. Les gens sont ravis. Et puis, évidemment, des incursions dans l'événementiel et la pratique sportive. On était d'ailleurs le seul partenaire sur la dernière journée olympique à mettre en place de la pratique sportive, non seulement du côté de nos magasins, mais également en centre-ville. On l'a fait dans plusieurs centres-villes en province. Moi, j'étais à Marseille. On était sur le Vieux-Port à essayer de faire en sorte que les gens découvrent les activités sportives. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Donc, évidemment, pendant les Jeux, on sera aussi présent sur ce volet événementiel. Le slogan des Jeux olympiques et paralympiques 2024 est « Ouvrons grand les Jeux », en référence notamment à la volonté de promouvoir, par exemple, la parité femmes-hommes, non-valides et valides, de renforcer la place du sport, de mettre la jeunesse au cœur de cet événement ou encore de donner une image positive, une image dynamique de la France. Marie-Amélie Léaufur, en quoi ces Jeux 2024 se singularisent-ils sur ces aspects par rapport aux éditions précédentes des Jeux ? Il y a énormément d'éléments du concept de ces Jeux olympiques et paralympiques qui en font sa singularité, notamment dans les valeurs de l'inclusion et de la parité. Donc on le dit souvent, les Jeux olympiques de Paris 2024 vont être les premiers Jeux paritaire. Ce ne sera pas le cas côté paralympique, mais nous avons un renforcement des disciplines qui seront ouvertes aux femmes en situation de handicap. Donc ça, encore une fois, c'est un message fort et nous devons durablement tendre également pour obtenir la parité dans les épreuves des Jeux paralympiques, mais aussi travailler la parité de notre délégation française aux Jeux paralympiques. Ça, c'est vraiment un des grands enjeux que nous avons au comité paralympique, c'est de faire en sorte que cette pratique sportive, parasportive, s'ouvre beaucoup plus aux femmes, aux jeunes filles, et qu'elles s'engagent beaucoup plus dans le sport et dans le sport de haut niveau. Et on sait qu'au travers du rayonnement de ces Jeux de Paris, de la visibilité qui est donnée au sport pour les personnes en situation de handicap,
nous arriverons aussi à passer ces messages forts vers la pratique sportive féminine. Il y a d'autres éléments de cette singularité. La première, ça paraît peut-être anodin, mais c'est celle d'avoir sur ces Jeux, pour les Jeux olympiques et paralympiques, un seul et unique logo. Ça, c'est un message très fort, c'est-à-dire que c'est la grande fête du sport qui va se décliner en 2 temps singuliers, le temps des Jeux olympiques, le temps des Jeux paralympiques. Et c'est la première fois de l'histoire que nous avons un seul et unique logo. Et ça nous a conduit, nous, ici en France, finalement, à se poser aussi la question d'avoir une seule et même équipe de France, une équipe de France unifiée, olympique, paralympique, été, hiver. Donc c'est le cas maintenant depuis les Jeux de Tokyo en 2021. Cette équipe de France unifiée a été lancée en 2020 et c'est un symbole très fort c'est une volonté commune finalement de communiquer de la même façon, quelle que soit la typologie de l'athlète, quel que soit son sport, quels que soient les Jeux auxquels il participe, de lui donner le meilleur rayonnement, la meilleure visibilité, les mêmes outils de communication et aussi de créer comme ça une équipe de France resserrée autour des valeurs et de se dire que vous soyez un athlète olympique et paralympique, finalement votre préparation, votre ambition, votre engagement dans le sport est exactement le même et donc c'est donner à ces athlètes la capacité de beaucoup plus partager ces émotions du sport. Et peut-être un dernier point qui font la singularité ces Jeux de Paris, c'est cette volonté de retrouver l'inclusion dans tous les champs de ces Jeux, c'est-à-dire au sein du comité d'organisation avec la volonté de recruter des personnes en situation de handicap. Dans le choix des volontaires, il y a eu une attention toute particulière à avoir des volontaires en situation de handicap. Dans la formation aussi également de tous les volontaires, une attention particulière sera mise à l'accueil des personnes en situation de handicap qui viendront assister à ces Jeux. On le sait aussi que dans l'ensemble des relais qui composeront ce relais de la flamme olympique, des porteurs en situation de handicap seront proposés. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'incarner cette notion de l'inclusion, de la diversité, du vivre ensemble dans tous les étages des Jeux et pas uniquement sur le temps des Jeux paralympiques. Cette inclusion, elle est aussi présente sur le temps des Jeux olympiques avec énormément de dispositifs qui sont faits pour accueillir les spectateurs en situation de handicap. Si Decathlon est devenu partenaire officiel des Jeux, on peut penser, Virginie Sainte-Rose, que votre entreprise partage les valeurs de l'olympisme. En quoi les valeurs plus spécifiquement portées par Paris 2024 s'inscrivent-elles dans l'ADN de Decathlon ? Quel message votre entreprise souhaite-t-elle porter pendant ces Jeux ? C'est très important ce que vous dites parce que c'est vraiment là-dessus aussi qu'on s'est retrouvés avec Paris 2024 sur la question des valeurs. Le comité d'organisation a décidé de faire les choses un peu différemment, je dois dire, parce que moi je suis une ancienne journaliste de l'équipe et j'ai couvert plusieurs grosses compétitions dont les Jeux. Et c'est vrai que là, on a été particulièrement séduits par le fait de vouloir des Jeux responsables. On a tous l'image des fameux éléphants blancs et donc là, on a des sites, plus de 90% des sites qui sont déjà existants, donc c'était très important. Inclusif, vous l'avez souligné, donc parité des équipes, mais parité également des volontaires de Paris 2024. Et s'il y a une place qui est faite effectivement aux champions, aux championnes, puisqu'ils sont au cœur des Jeux, c'est également les valeurs fortes du sport, de l'héritage que ces Jeux pourront laisser, et notamment pour nous en termes de pratique sportive. C'est vrai que si on pouvait faire en sorte que la France soit plus une nation sportive, une nation de la pratique sportive, de l'activité sportive, et qui est pour nous qui est au cœur, mais je crois que pas seulement dans une vision qui est celle de Decathlon, d'équipement sportif, mais aussi de se dire tout simplement que chacune peut découvrir, s'approprier les bienfaits du sport. C'est aussi un projet de société parce que les bienfaits du sport sont individuels, mais ils sont collectifs. Et je pense qu'on a besoin de tous de vivre de grandes émotions ensemble. C'est très important qu'on puisse vivre collectivement ces Jeux et puis se dire aussi que c'est peut-être aussi à nous d'avoir un grand défi personnel, individuel, juste en chaussant ses sneakers et en allant courir alors qu'il fait froid et qu'on n'a pas tellement envie. Les Jeux paralympiques se tiendront donc du 28 août au 8 septembre prochain, 8 septembre 2024 bien entendu. Chaque édition est l'occasion de mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap au quotidien, mais aussi dans leur insertion professionnelle. Marie-Amélie Le Fur, en quoi ces Jeux de Paris peuvent-elles faire avancer cette cause ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, la réussite des Jeux se décline autour de
3 grands piliers, on va le dire comme ça. Le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui bien évidemment de la performance, d'avoir une équipe de France qui va chercher des médailles, qui va chercher un grand nombre de médailles d'or pour redevenir une nation forte des Jeux paralympiques. Mais on a 2 autres grands piliers qui sont absolument essentiels pour nous et qui a trait finalement à ce qu'on attend de l'héritage de ces Jeux. Le premier, c'est de renforcer l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. C'est absolument essentiel pour nous que ces Jeux soient un levier d'ouverture de nos clubs, d'ouverture de nos pratiques sportives aux personnes en situation de handicap. Et on souhaite aussi que durablement ces Jeux changent la place des personnes en situation de handicap dans notre société, en questionnant l'accessibilité, que ce soit l'accessibilité des transports, l'accessibilité du bâti, mais aussi permettent d'opérer un changement de regard. Et moi, je suis intimement convaincue, parce que j'ai eu la chance de vivre 4 fois les Jeux paralympiques, d'être vraiment au cœur de cette émotion des Jeux. Je suis intimement convaincue que ces Jeux sont un levier puissant pour arriver à ces objectifs-là. Déjà, et d'une, parce que quand vous êtes sur les 2 premiers piliers, c'est-à-dire celui de la performance et de la pratique sportive, on est sur une sémantique très positive du dépassement de soi, de la performance, de l'accomplissement, de la réussite, qui est d'habitude une sémantique que nous avons du mal finalement à relier au champ du handicap. Donc c'est vraiment démontrer les compétences, les capacités, les habiletés des personnes en situation de handicap et pas les réduire à leur situation de handicap. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre vraiment d'opérer ce changement de regard sur la personne en situation de handicap, sur ce qu'elle est capable de faire et donc questionner assez durablement sa place dans la société et notamment sa place dans l'entreprise et l'employabilité. Donc ça, c'est l'impact des Jeux, on va dire, finalement, sur le grand public et sur cette question du vivre ensemble et sur l'appréhension que l'on peut avoir de l'autre et de ses compétences. Le deuxième enjeu, qui est celui finalement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, c'est de lutter contre l'autocensure. On a encore trop d'autocensure de la part des personnes en situation de handicap sur ce qu'elles sont capables de faire, sur leurs compétences. Et on le sait parce que on l'a vu, parce qu'on nous l'a témoigné, que le sport peut véritablement être un levier d'autodétermination, de conscience de soi, de confiance en soi, qui derrière va être un élément déclencheur pour la poursuite d'un parcours scolaire, pour le fait de se lancer dans un parcours universitaire, pour aller finalement pousser les portes de l'employabilité dans l'entreprise. Voilà. Vraiment, le sport va agir comme un catalyseur d'énergie pour la personne en situation de handicap, parce qu'encore une fois, il ne va pas la ramener à sa situation de handicap, mais il va la ramener au fait qu'elle est capable de mener des défis et d'apprendre de nouvelles compétences et les mettre à profit d'un objectif. Voilà. Donc c'est en ce sens pour moi que vraiment ces Jeux, ils sont absolument essentiels et qui permettront de faire avancer durablement notre société. Donc, des Jeux paralympiques qui vont porter des causes très, très nobles avec des objectifs très importants pour les personnes en situation de handicap et notamment au-delà de la performance, comme vous l'avez dit, Marie-Amélie, la pratique sportive, mais aussi, j'ai envie de dire, cette foi, cette confiance dans la vie qui permet d'avancer même quand on a un handicap. Le partenariat de Decathlon avec Paris 2024 couvre les Jeux paralympiques au même titre que les Jeux olympiques. Decathlon est une entreprise engagée auprès des personnes en situation de handicap au travers de la mission Handicap. Votre entreprise, Virginie Sainte-Rose, recrute chaque année 150 personnes en situation de handicap. Elle accompagne près de 950 collaborateurs. Le catalogue de produits de Decathlon propose aussi des produits spécifiquement conçus pour le handisport. En quoi ces Jeux paralympiques vont-ils être un moyen de promouvoir cet engagement de Decathlon et donner plus de visibilité à cette cause ? Merci d'abord de souligner notre action et notamment à travers la mission Handicap qui est effectivement très active chez nous. Au sein du partenariat, on a évidemment aussi donné la place aux athlètes du parasport dans notre équipe. Ça, c'est la première chose au sein du team athlète. Donc, de suivre ces athlètes, de les mettre en lumière. Et je suis pas peu fière d'ailleurs de souligner que parmi eux, on a des employés, des coéquipiers de Decathlon. Mathieu Jagu, qui est en équipe de France de volley assis et qui travaille chez Decathlon. Jonathan Hiverna, qui est le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil et qui est également chez nous, qui travaille chez Decathlon. Donc ça, c'était aussi important. On a aussi toujours en tête, je parlais d'événementiel tout à l'heure, de rendre les activités, de les faire découvrir, ces activités de parasport à chacun, à chacune. C'est vrai qu'on le fait
On va le faire pendant les Jeux, mais on le fait aussi à l'année, et ça, c'est vrai que le partenariat, notamment avec les Jeux paralympiques, a accéléré les choses, puisque on a un Vital Sport chaque année à la rentrée au sein de nos magasins, où chacune peut découvrir des activités sportives et s'inscrire surtout au sein des clubs. Et on a systématiquement maintenant, on a systématisé la proposition d'activités parasport pour les faire découvrir au plus grand nombre. Donc ça, c'est très important. Et après, je dirais, vous avez souligné la question des équipements. C'est vrai que je fais une petite boutade, mais on ne se contente pas de mettre en vitrine des mannequins dans des fauteuils, comme je peux le voir chez certains équipementiers. Nous, on les fabrique, ces fauteuils, et on fabrique des fauteuils qui sont adaptés à la pratique sportive. Ça, c'est très récent. Et on travaille aussi à des équipements et à du textile adaptés, et notamment à l'occasion de ces Jeux paralympiques, on pourra proposer, parce qu'on travaille avec nos athlètes parasport, sur des équipements spécifiques qu'on mettra en valeur à ce moment-là. Donc oui, il y a un engagement au quotidien sur cette question de la pratique et de l'activité parasportive. Comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris souhaite renforcer la place du sport dans la société française. La santé est un enjeu sociétal important partout dans le monde. On peut dire que c'est un enjeu de santé publique. Le sport est reconnu comme étant l'un des leviers permettant d'améliorer la qualité de vie, permettant de prévenir certaines pathologies, voire de contribuer même au traitement d'affections de longue durée, et je pense par exemple bien sûr au cancer, mais pas seulement. Marie-Amélie Le Fur, ce constat est valable tant pour les valides que pour les personnes en situation de handicap. À votre avis, quelles sont les actions à mettre en place pour renforcer la place du sport en France ? Je vais peut-être circonscrire ma réponse finalement aux enjeux de renforcement du parasport. Pour moi, il y a peut-être 3 grands enjeux autour duquel on doit s'articuler. Le premier, c'est déjà de rendre beaucoup plus lisible et visible la question du parasport et faire en sorte que toutes les personnes en situation de handicap sachent qu'elles ont la possibilité de pratiquer un sport adapté à leur singularité. Et ça, c'est pas encore totalement encore ancré dans les mentalités françaises. Donc, on a vraiment besoin d'ouvrir le champ des possibles des personnes en situation de handicap, et en ce sens, des actions de médiatisation des Jeux paralympiques, des sportifs paralympiques, des parasports dans nos territoires est essentiel, et des assets aussi qui ont été développés par le comité d'organisation peuvent y concourir. Par exemple, la semaine olympique et paralympique qui se tient chaque année dans nos écoles permet de valoriser et de faire découvrir les pratiques parasportives. La journée paralympique que j'ai citée tout à l'heure, et qui a vocation à terme à finalement venir irriguer l'ensemble de nos territoires pour faire découvrir comme ça la pratique sportive au grand public, aux personnes en situation de handicap, et surtout mettre les acteurs en relation est absolument essentiel. Au comité paralympique, on a vraiment décidé d'utiliser ces Jeux paralympiques de Paris comme un catalyseur pour renforcer nos outils à destination des personnes en situation de handicap, notamment en créant des outils digitaux d'information pour trouver son sport, pour pouvoir, en partenariat avec le ministère, bien le localiser sur un territoire donné. Voilà. Donc le premier enjeu, c'est celui de la communication et de la lisibilité pour le pratiquant. Le deuxième enjeu, c'est celui d'ouvrir nos clubs dans les territoires aux personnes en situation de handicap. Et là encore, on a vraiment saisi l'opportunité des Jeux de Paris pour développer tout un concept de formation, de sensibilisation des clubs, avec l'objectif fixé par la ministre des Sports, qui est de former d'ici la fin de la saison 2024-2025 3000 nouveaux clubs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Voilà, l'objectif étant vraiment de renforcer ce maillage territorial, d'avoir des clubs à proximité des bassins de vie des personnes en situation de handicap, puisque actuellement, on a simplement 1,4% des clubs de notre territoire, 1,4% des clubs qui se disent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Ce qui amène les personnes en situation de handicap, en moyenne, à faire plus de 50 km pour trouver un club en capacité de les accueillir. Donc, c'est vraiment contre ces statistiques négatives que nous devons lutter. Et en ce sens, le programme Club Inclusif, porté par le comité paralympique, cofinancé par l'État, mais aussi par les collectivités dans les territoires, permet d'avoir cette action de formation des clubs de proximité, des dirigeants, des encadrants, pour qu'ils se sentent en capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap. Et enfin, le dernier enjeu pour moi, si on veut
durablement faire changer l'accès au sport des personnes en situation de handicap, c'est de faire comprendre que c'est une responsabilité collective et partagée et que c'est en agissant tous ensemble, chacun dans notre périmètre de responsabilité, que l'on pourra y arriver. Parce que si chaque acteur finalement continue à se dire qu'il n'est pas concerné ou agit de son propre côté, on n'aura pas une solution continue et cohérente pour la personne en situation de handicap. Donc c'est vraiment le mouvement sportif qui doit se mobiliser, les collectivités, le secteur privé. Et je pense que l'exemple de Decathlon qui désormais développe du matériel adapté à la pratique sportive des personnes en situation de handicap en sont de très bons exemples. Mais demain, on a aussi besoin que l'éducation nationale, que l'ensemble des communautés éducatives renforcent la pratique du sport de nos jeunes sur le temps scolaire, que dans les formations médicales et paramédicales, la question des parasports et du sport des personnes en situation de handicap soit beaucoup plus évoquée pour que demain, finalement, ce corps médical préconise la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et enfin, on a vraiment besoin que dans l'ensemble de nos politiques publiques, le sport, ce ne soit plus une variable d'ajustement du temps de vie des personnes en situation de handicap. Voilà les défis qui sont ceux que nous portons depuis le début de la candidature, que nous avons souhaité incarner dans nos projets et que l'on souhaite voir perdurer bien après la cérémonie de clôture de ces Jeux paralympiques de Paris. Le sport pour tous et partout est un des credos de Decathlon. Virginie Sainte-Rose, votre entreprise s'est d'ailleurs associée en 2020 avec la société Trainme, leader sur le marché du coaching sportif en France. Comment votre groupe contribue aujourd'hui ou souhaite-t-il contribuer à cette ambition ? Alors évidemment, on essaye à chaque fois de favoriser la pratique du sport et si c'est au sein de Decathlon, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là, puisque à l'heure du déjeuner, chacun part avec son sac de sport pour ce qu'on appelle son sport passion, comme on dit chez nous. C'est vrai que le milieu professionnel, ça a été un peu le grand oublié de ces actions de soutien à l'activité physique. On a d'ailleurs publié, pas plus tard que la semaine dernière, une étude sur une enquête en fait sur le sport en milieu professionnel qu'on a réalisée avec l'Union Sport et Cycle pour en tirer un petit peu les enseignements. Et notre statut de partenaire officiel, ça a aussi ouvert notre champ de discussion, de relations et de collaboration avec d'autres entreprises. Et notamment, vous avez cité Trainme, avec lequel on est associé. Et on voit d'ailleurs que chaque jour, le nombre de salariés actifs grossit et également par ces actions de coaching en entreprise qu'on a mises en place avec Trainme. Donc, je trouve que pour le coup, c'est cette question des jeux, ça a vraiment ouvert le champ des possibles. Ça a permis de voir s'il y avait un petit peu des sujets dans l'ornière. Et le sport en entreprise en était un. Et je pense que là, il y a vraiment une mobilisation de plein d'acteurs, publics, institutionnels, mais également privés. Thomas Bach, l'actuel président du Comité international olympique, a salué la volonté des organisateurs de Paris 2024 de faire de ces Jeux olympiques un événement ayant une contribution positive pour le climat. Les sujets environnementaux sont au cœur des préoccupations des citoyens, mais aussi de l'actualité des entreprises, avec le déploiement de la directive européenne CSRD et du reporting durabilité dès cette année, dès 2024. En quoi les Jeux Paris 2024 vont-ils avoir un impact positif sur le climat, Marie-Amélie Le Fur ? En fait, il n'y a pas de spécificité, on va dire, du parasport ou des Jeux paralympiques sur cette question. C'est vraiment une considération qui est portée par l'entièreté du COJO, par l'entièreté du mouvement sportif. Et bien évidemment que cette considération environnementale et cette exemplarité que sont en train de nous démontrer les Jeux de Paris vont derrière irriguer l'ensemble des événements sportifs que nous allons organiser en France. Cette conscience environnementale, elle est présente pour les Jeux de Paris depuis la phase de candidature, avec vraiment cette volonté qui est de réduire considérablement les émissions de carbone liées aux Jeux. L'objectif, c'est de les diviser par 2 sur ces Jeux de Paris. Donc, c'est tout d'abord déjà une sobriété du concept en utilisant soit des infrastructures temporaires, soit des infrastructures existantes. C'est aussi d'avoir une stratégie de réduction du plastique sur le temps des Jeux. Et c'est l'idée aussi, au travers de ces Jeux, de pouvoir être un catalyseur de solutions et d'engager l'ensemble des parties prenantes de ces Jeux à réfléchir eux-mêmes à leurs propres considérations environnementales. C'est ça vraiment la stratégie Paris 2024 en matière d'environnement. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que il y a une responsabilisation des différents acteurs et qu'il y a une véritable volonté du mouvement sportif de bouger, d'utiliser finalement cette nouvelle façon de penser l'environnement sur
sur nos événements sportifs en utilisant les données de la stratégie de Paris 2024 sur de futurs événements. Et bien évidemment, on sera attentif sur la candidature des Jeux de 2030, des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, également avoir une considération environnementale très forte, notamment eu égard à l'importance des sports d'hiver. De son côté, comment le groupe Decathlon s'inscrit-il dans ce mouvement pour réduire de manière concrète l'impact de ses activités sur la planète? Virginie Sainte-Rose. Je rejoins le point de vue de Marie-Amélie, c'est un impératif, c'est indispensable parce que le sport a besoin de terrains de jeu en pleine et belle nature. Nous, on s'est très tôt engagés sur le sujet et on a mis en place une charte pour 2026 avec des engagements qu'on doit tenir et sur lesquels on doit aboutir en 2026. Alors, je vais vous citer quelques-unes des mesures. Je ne vais pas rentrer dans toutes les mesures. Certaines sont très techniques et peut-être, du coup, je n'aurai pas la pédagogie nécessaire pour vous les expliquer. Mais déjà, vous dire que 100% des produits vont bénéficier d'une démarche éco-design et d'un affichage environnemental. Également, l'idée d'avoir 100% d'énergie renouvelable et de programmes d'efficacité énergétique chez nos fournisseurs, ça c'est très important, y compris dans nos magasins, se dire qu'on va avoir de l'électricité, là aussi 100% d'électricité pour 2026 issue de sources renouvelables et amélioration de l'efficacité énergétique. Je crois que ça, c'est plus visible, le grand public en prend conscience, tout le déploiement et le développement des modèles d'affaires bas carbone. Je m'explique sur la question de la fonctionnalité, par exemple, la question de la réparation des produits et faire en sorte qu'on ait au moins un tiers de notre offre qui soit qualifiée de réparable et que 100% de ces produits réparables soient en magasin ou dans nos ateliers ou par nos clients si on les aide pour le faire, évidemment. La question de la seconde vie aussi, vous le voyez déjà dans les magasins Decathlon, vous le voyez déjà magasins physiques et digitaux, 100% de nos pays auront une offre de produits sportifs d'occasion. Ça, c'est très important. Et dernier point, c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est des choses qui sont plus visibles pour ceux qui nous écoutent. La question de la location, la question de l'abonnement sur des équipements sportifs avec le lancement de nouvelles offres pour mettre en valeur tout simplement la durabilité accrue de ces produits. Une dernière question pour vous, Marie-Amélie Le Fur. À moins de 200 jours de la cérémonie d'ouverture, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Déterminée à atteindre cette réussite en 3 piliers dont je parlais tout à l'heure, vraiment de permettre à nos sportifs de performer, de rayonner sur ce temps des Jeux et d'obtenir finalement la juste reconnaissance de leur performance d'un point de vue médiatique. Je pense que ça, c'est un de nos enjeux premiers et vraiment d'utiliser ces Jeux paralympiques comme un catalyseur de solutions pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap, mais également pour leur vie quotidienne. Et moi, je tenais vraiment à remercier, à saluer les acteurs qui, maintenant, depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années, sont à nos côtés pour avancer, pour évoluer, pour faire changer nos méthodes de fonctionnement. Et on l'a vu grâce à ces Jeux de Paris, on a eu la chance, la possibilité au sein du mouvement paralympique, de pouvoir échanger, dialoguer, créer des projets avec de nouveaux acteurs, que ce soit les collectivités, que ce soit le monde de la santé, que ce soit les acteurs économiques. Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire ensemble, parce qu'il y avait énormément d'actions qui étaient déjà lancées en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, mais pas de façon coordonnée sur l'ensemble des territoires. Et je pense que l'enjeu maintenant qui est devant nous, à l'issue de ces Jeux olympiques et paralympiques, c'est de garder cette unité, cette capacité de faire ensemble pour les personnes en situation de handicap et pour leur inclusion dans notre société. Vous auriez une petite conclusion, Virginie Sainte-Rose ? Écoutez, à moins de 200 jours de la cérémonie, évidemment, beaucoup de fébrilité du côté Decathlon et beaucoup d'envie. J'ai une petite pensée forte aussi ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Decathlon et en particulier pour ce partenariat avec une équipe d'une 40aine de personnes parce qu'on a vous l'avez compris, on a beaucoup de choses à faire et donc j'ai une pensée pour eux parce que c'est un terrain qu'on a totalement exploré. Nous n'avons jamais été partenaires de grands événements, donc rien que pour ça, je pense à eux et à elles. Et puis, évidemment, insister sur la question de la fête olympique. Je trouve que vraiment, moi qui ai vécu plusieurs cérémonies d'ouverture, cette idée de la faire ouverte à tous, c'est incroyable. Vraiment, je trouve que c'est une idée fantastique et ça donne vraiment le là sur ce que va être et ce que veut Paris 2024, c'est-à-dire vraiment des Jeux grands ouverts pour tout le monde, pour toutes, pour tous, et surtout insister sur cette question de célébration, de fête du sport. Ça, c'est vraiment, j'espère que on sera
Quand vous dites à 200 jours, mais ensuite on sera content si, on sera content si fin septembre, on a vécu une fête olympique comme inoubliable, mémorable. Et vraiment, j'ai le sentiment que ça va être le cas. Une petite conclusion, Marie-Amélie Le Fur? Non, simplement remercier tous les acteurs qui se mobilisent et vous donner à toutes et tous rendez-vous du 28 août au 8 septembre 2024 pour ces Jeux paralympiques. Pour ceux qui connaissent pas les Jeux paralympiques, vraiment, je vous invite à venir les découvrir parce que c'est tout ce que l'on aime dans le sport. C'est du dépassement de soi, c'est de la performance, c'est des médailles, c'est des émotions très fortes, mais avec le supplément d'âme d'avoir face à vous des sportifs en situation de handicap. Et c'est un univers absolument extraordinaire qui va changer votre vision du sport, qui va changer votre vision de la vie. Donc venez, achetez vos billets pour les Jeux paralympiques, venez-y en famille parce que c'est aussi un moment éducatif très fort pour nos jeunes et pour ancrer durablement finalement dans un de leurs souvenirs de jeunesse une image positive du handicap. Marie-Amélie Le Fur, Virginie Sainte-Rose, un grand merci à toutes les deux pour votre éclairage passionnant sur les Jeux olympiques et paralympiques français, pour votre implication aussi dans ces événements qui s'annoncent très importants pour la France et la façon dont ils pourront influencer et faire évoluer le quotidien des Français. Bon courage pour les mois à venir, pour les derniers préparatifs avant l'ouverture de cette grande fête mondiale du sport. Et avec un peu d'avance, nous vous souhaitons, mesdames, de très bons Jeux 2024. Notre coup de cœur culturel. Le monde sans fin, paru en octobre 2021, et ouvrage le plus vendu en 2022 avec plus de 500 000 exemplaires, cette bande dessinée pourrait maintenant être considérée comme un classique. Si la problématique du réchauffement climatique est bien trop souvent considérée comme inintéressante voire ennuyeuse, c'est pourtant, grâce au talent du dessinateur Christophe Blain, que le spécialiste du climat et de l'énergie, Jean-Marc Jancovici, a réussi un véritable tour de force en rendant cette question attrayante et universelle. En effet, avant de lire ce livre, beaucoup ont dû se dire qu'une bande dessinée n'était certainement pas le format optimal, car trop enfantin et simple, pour évoquer des problématiques aussi complexes que le réchauffement climatique ou encore la consommation d'énergie comme de ressources non renouvelables. C'est pourtant ce format qui a permis à ce livre de se démarquer. Quel plaisir qui plus est de voir un peu de couleur dans un monde où elle tend tant à disparaître. Après avoir lu cette bande dessinée, très instructive et documentée, vous ne verrez sûrement plus votre quotidien de la même manière et serez beaucoup plus attentif à toutes vos petites actions du quotidien. Parmi les nombreux enseignements, j'ai plus particulièrement retenu ceux portant sur le comportement de l'homme et sa logique. C'est certainement pour moi le point le plus marquant, car je ne m'attendais pas à me questionner ensuite autant sur le sujet. En clair, Le Monde sans fin est une véritable invitation à repenser notre mode de consommation, à revoir nos priorités et nos manières de penser, et surtout à nous faire prendre conscience que cela doit devenir immédiatement l'une de nos priorités. Par son universalité et son accessibilité, ce livre s'adresse à tous les lecteurs, y compris ceux qui ne se sentent pas concernés. Plongez-vous donc dedans pour aiguiser votre opinion sur cette problématique plus que jamais d'actualité. Nous venons de le voir avec nos invités, au-delà de l'enjeu purement sportif et économique, qui sont bien réels, les Jeux ont, par les valeurs qu'ils véhiculent, la capacité d'influer sur la société et la faire bouger. Meilleure intégration des personnes en situation de handicap, pratiques sportives plus importantes au quotidien, ou encore prise en compte de l'impact de nos activités sur l'environnement et le climat, sont autant de sujets portés par le comité d'organisation des Jeux, par les athlètes, mais également par les entreprises partenaires. Le temps est à l'action, mobilisons-nous. Encore un grand merci à nos invités de nous avoir partagé leur vision de cet événement. Cette émission est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous inspirera et vous donnera envie, autant qu'à nous, de participer à cette grande fête du sport pour faire de ces Jeux une réussite. Il est encore temps d'acheter des billets pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Nous vous retrouvons avec grand plaisir au mois de mars pour notre prochaine édition. À bientôt sur les ondes. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.